Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Audace architecturale, à l'instar des grandes agglomérations occidentales. Ville cosmopolite avec une mosaïque des populations, plonge comme il est d'usage des coutumes recommandées de le voir dans son train-train quotidien fait d'embouteillages, de bruits assourdissants et de foules allant dans tous les sens. Au milieu des masses compactes et pressées de toutes parts, une catégorie d'individus reconnaissables à leurs traits particuliers, les personnes handicapées, silhouettes décharnées, abattardis et abêtis dans les cloaques de la misère, pauvres loques humaines cropissant sans cesse sous le poids des souffrances digniticides, plusieurs fois invaincus, couvrés comme par une prise vocation à la mendicité. Une pratique que ne semble pas du tout comprendre le citoyen lambda. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'il faut mendier dans la rue. Les handicapés, bien sûr qu'ils sont handicapés, mais ils peuvent avoir la possibilité de chercher des moyens pour gagner leur vie. On n'a pas besoin forcément de mendier. Il peut s'asseoir, faire peut-être la cordonnerie quelque part, ou bien tirer même une chaussure quelque part. Être handicapé n'est pas aussi une chose fatale. Non, je pense qu'ils peuvent se débrouiller. Il y a d'autres qui travaillent, il y a d'autres qui sont... On voit les cordonniers, des choses, comme on appelle, qui travaillent. Donc être handicapé c'est pas une fin en soi. Bon, ça, et tout, c'est pas normal. Être handicapé, d'abord, n'est pas sous de mendicité. Les personnes handicapées qui mendient dans la rue, c'est pas joli à voir et c'est pas beau même pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas donner mon argent à un mendiant. Ils peuvent aller travailler. Ils sont là, ils sont assis là, ils attendent que nous on travaille pour venir leur donner l'argent. C'est pas une obligation de prendre son handicap pour aller mendier. Je souhaiterais même que le président signe un décret pour qu'on interdise la mendicité à Abidjan. Cette perception donne une définition assez stéréotypée du handicap. Dans l'imagerie populaire, la personne handicapée est associée à une nécessité qu'il faut assister, parfois même avec dévotion pour certaines personnes dont le souci est de répondre aux besoins du sentiment chrétien de la charité. Plus tard, cette perception se verra médicalisée pour confiner la personne handicapée dans la peau d'un perpétuel malade à qui il faut apporter secours sanitaires. Et pourtant, à côté des dehors sombres et serviles, à la limite de la déshumanisation que servent certains d'entre eux, les handicapés regorgent des valeurs intrinsèques, modèles de réussite sociale enviable au même titre que les gens dits valides. Victorien Kourouele Koné, administrateur en chef du travail et du développement social, directeur de la promotion des personnes handicapées. Je suis handicapé visuel. Après avoir perdu la vue, à la suite d'un accident, il y a de cela quelques années, cette femme a touché le fond avant de remonter avec un rare courage la longue pente de l'apprentissage d'une nouvelle vie. Et lorsqu'elle nous fait connaître son métier... Je suis Brigitte Mensa Roger Gouria, je suis avocat à la Cour et présidente du mouvement ivoirien des citoyens handicapés, en abrégé MICH. On ne peut qu'être tout simplement subjugué par tant de hauteur et d'intelligence soumise à une beauté sans nul autre pareil. Ce métier honorifique, c'est avec un professionnalisme et un dévouement qu'elle exerce au quotidien, alliant à la fois réadaptation et esprit d'équipe. Je suis effectivement non-voyante, mais avant d'être non-voyante, j'étais déjà avocat. Donc, pour moi, rien n'a changé. Je connais les textes de loi, je me fais assister de collaborateurs très diligents qui me lisent les textes et je peux les rendre parce que je retiens tout. Je retiens mes procédures, je retiens mes dossiers, donc je suis en mesure de pouvoir les rendre. Quand bien même par l'incompréhension du handicap, phénomène inhérent à l'Africain, la fréquence de ses clients a baissé depuis son accident. Oui, la fréquence a baissé, mais c'est tout ça que le MICH est en train de combattre. C'est une question de mentalité, parce que pour les gens, quelqu'un qui est handicapé, bon, c'est une espèce un peu curieuse. Mais la personne handicapée ne l'est pas. Une personne handicapée en situation de handicap est une personne comme toute personne. Elle est capable de parler, de manger, de vivre comme tout le monde. Donc elle est capable aussi de travailler. Et pour ses employés qu'elle appelle affectueusement ses très chers collaborateurs, la juriste est un prototype d'exemplarité en matière de courage et de persévérance. Je suis contente de travailler avec elle. Bon,
déjà la connaissant comme quelqu'un qui était déjà valide et après qui a eu un handicap, je trouve que c'est une personne qui est très courageuse. Une personne très courageuse et je loue ce courage. Et pour moi, c'est un plaisir de toujours travailler avec elle. Elle est dynamique dans ce travail. Malgré le handicap, elle est dynamique. Et lorsqu'il s'agit de lui donner une moyenne sur une échelle de 10, les notes sont sans appel. Je lui donnerai note de 10, sans hésiter. 10, parce qu'elle est très sociable. Loin cependant de se laisser monter la tête par ses éloges versifiés, la femme de droit sait qu'elle a un combat à mener aux côtés des handicapés. Et pour elle, s'il a une responsabilité à imputer aux personnes handicapées qui se livrent à la mendicité, c'est de s'y laisser contraindre par la société. Elle ne devrait pas accepter que la société les ramène à ce niveau-là. Elle ne devrait pas l'accepter. À côté de cette femme, dont l'exemple est lourd de leçons pour les aspirantistes récalcitrants, une autre femme non-voyante elle aussi, et par son abnégation au travail et son refus abdiqué face à la cruauté de l'adversité, nous en apprend davantage sur les qualités inestimables des personnes handicapées. Je m'appelle Miwa Prudence. Je suis non-voyante depuis la naissance. Ce handicap n'a pas constitué un frein pour Prudence, qui a continué de se battre pour arracher le respect et l'admiration de ses congénères. Elle fait son attiqué, elle vend même au marché. Il y a des gens qui viennent la mettre à l'épreuve, ils nous donnent 1000 francs pour acheter de l'attiqué. Croyant qu'elle ne va pas pouvoir faire la monnaie, mais elle fait la monnaie exacte. Donc vraiment, je dis merci à Dieu pour ce courage qu'il lui a donné. Elle est très très courageuse. Handicapée peut-être, mais femme à part entière qui tient des mains de maîtresse son foyer. Elle en veut pour preuve ses 2 merveilleux enfants. J'ai 2 enfants. La première, c'est une fille. Elle s'appelle Marie-Madeleine. Elle est en classe de 5e. Et le deuxième, c'est Stéphane. Il a 12 ans. Marie-Madeleine, elle a 14 ans. Et d'interpeller les esprits voués aux préjugés sur sa ressemblance avec toute autre femme. Quand tu es handicapé, tu peux faire d'enfants, tu peux avoir un foyer, tu peux faire tout ce qu'une femme fait. La préservation de la dignité humaine est avant tout un sacerdoce. C'est pourquoi elle lance un appel à ses frères et sœurs souffrant d'un handicap quelconque. Quand tu es handicapé, il ne faut pas avoir ces gens qui dans la tête. Il faut penser plutôt aux choses positives. Massinga, lui, est un artiste né qui ne s'est pas laissé influencer par son handicap. Regarde comment mes sens s'éveillent. Si mon amour était une montagne, c'est quand le monde culminant du monde. L'amour que je ressens pour toi est plus grand que la lune et le soleil. Rien qu'à penser à toi, regarde comment mes sens s'éveillent. Si mon amour était une montagne, il serait le monde culminant du monde. Regarde comment est-ce qu'il me traverse, regarde comment est-ce qu'il m'inonde. Marguerita, écoute ça, c'est pour toi que moi j'écris cette chanson-là. Marguerita, my lady, c'est pour toi que moi j'écris cette mélodie. Oh. Sa détermination et son talent, il les a affirmés aux côtés des têtes couronnées du showbiz ivoirien tels que Joss Kezo, Ismaël Isaac ou encore les garagistes. La musique est un art qui le passionne depuis son enfance. Je suis Chérif Mouadou. En tant qu'artiste, on m'appelle Mafinga. Et donc, moi j'ai commencé la musique depuis le bas âge. Je veux dire, maintenant il y a pratiquement plus d'une vingtaine d'années que nous sommes dans cette activité artistique-là. Et il faut dire que le handicap n'a pas constitué forcément un blocage pour nous, parce qu'on se dit que c'est vrai que nous sommes handicapés, mais on a une passion, on a des messages à lancer, on a des choses à faire valoir, on a une place importante à occuper dans la société. Et donc il fallait braver déjà toutes les difficultés que le handicap même nous causait pour pouvoir faire vivre, pouvoir vivre même de notre passion réellement. Et donc depuis un certain moment, depuis l'enfance, c'est forcément le combat. C'est le combat de faire changer les mentalités pour, que les gens ont à l'endroit des personnes handicapées, faire changer la perception sociale du handicap.
Sa bravoure pour surmonter au quotidien son handicap va au-delà de l'entendement et suscite l'admiration chez son arrangeur. Je parle aujourd'hui de Massinga parce que c'est un artiste pétri de talent qui, malgré son handicap, a su montrer à plusieurs occasions qu'il est un artiste. Il a démontré qu'il est capable de faire quelque chose. Et donc, c'est un artiste que je connais depuis 2002. Un artiste qui m'a beaucoup marqué de par son esprit de créativité, son talent artistique. Voilà. Donc, pour dire que Massinga, c'est un artiste pétri de talent qui, malgré son handicap, peut réaliser beaucoup. L'art est un canal d'expression des aspirations les plus profondes. Il est l'être lui-même et son essentielle réalité. Et tout comme Massinga, les handicapés sportifs l'ont compris, eux le rendent bien à leur cher pays, la Côte d'Ivoire, en glanant sans cesse des lauriers. Cette liste est loin d'être exhaustive, et toutes ces personnes auraient pu se retrouver dans les rues à quémander la charité. Cela a pour mérite de rappeler que le handicap n'est pas synonyme de quête insatiable d'aumône, et la mendicité qui s'est greffée impunément à la vie de certains handicapés pose la problématique de la responsabilité de la société tout entière. Moi, j'étais au village. Mon grand-père l'a Abidjan. Mais lui qui a envoyé moi ici. Mon papa est mort, maman est mort. Personne au village. Et mon grand-père l'a envoyé moi ici. Mon grand-père l'a envoyé moi ici là. Il est mort encore. Moi, il est là, hein, son femme a des enfants. Les enfants, on n'a pas encore travaillé. Si moi n'est pas venu sous la route pour demander l'argent de quelqu'un là, manger là, c'est dangereux. Un jour, si on gagne manger à la maison, moi il mange. Elle n'est pas gagné manger, il y a l'autre qui prend son argent en poche, il va payer manger, il va manger. Il y a l'autre qui prend son argent en poche, il va payer manger, il va manger. Moi n'est pas l'argent, il va prendre l'argent où? Après ça, je suis venu sous la route demander l'argent de quelqu'un là. C'est donc l'échec des politiques sociales visant à intégrer cette frange de la population et les regards réprobateurs et omnignants qui conduisent des personnes diminuées par l'invalidité à quémander la charité. Et même pour ceux qui bravent leurs limites pour se donner une statue digne de par leur abnégation et leur acharnement au travail, le tableau n'est pas toujours reluisant. Car c'est un véritable parcours du combattant pour eux que de gagner l'estime de la société. Au regard de ces témoignages, bon nombre de problèmes liés à l'épanouissement véritable de la personne handicapée sont à relever. Des problèmes pernicieux qui détruisent chaque jour des vies dans un silence absolu que personne ne semble voir. Au plan éducatif, on note une absence criarde d'écoles spécialisées. En Côte d'Ivoire, on en dénomme deux. L'Institut ivoirien pour la promotion des aveugles, l'INIPA. Tout le matériel de l'Institut des aveugles, tout ce que les aveugles utilisent comme matériel pour l'éducation et la formation ne se trouve pas sur le marché national. Vous êtes obligé d'aller à l'étranger, même le BIC. Le BIC que nous utilisons ici, ce que nous appelons le BIC, qui est le poinçon, ne se trouve pas sur le marché national. Il faut aller l'acheter ailleurs, en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Alors, c'est notre grosse difficulté. Et quand nous réussissons à avoir un partenaire qui veut bien nous offrir le matériel, une fois que ça vient, il faut que ce soit dédouané au niveau du port ou de l'aéroport. Et ça aussi, c'est une de nos grosses difficultés. Parce qu'en tant que structure d'État, nous n'avons pas les moyens de pouvoir, surtout que nous avons une ligne budgétaire à partir de laquelle nous fonctionnons. Et dans notre budget, il n'y a pas de ligne budgétaire en ce qui concerne le dédouanement du matériel. À l'ESIS, l'école des sourds, le constat est le même. Vétusté de l'établissement, manque de matériel, système éducatif inadapté. Le vrai problème des personnes sourdes en Côte d'Ivoire, c'est l'éducation. C'est vraiment vrai. Toutes les personnes, quand on dit une personne est devenue bonne à progresser dans la vie, là, c'est qu'elle a eu l'école, elle est partie à l'école. Mais ce que vous devrez savoir, les personnes sourdes en Côte d'Ivoire, là, beaucoup, c'est comme c'est les 1% qui vont à l'école. Ce n'est pas normal.
C'est-à-dire, je dis bien 1%. Qu'est-ce qui fait ça? Le problème, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas passé aux personnes sourdes bien. Dès les premières lois de Côte d'Ivoire, les années 1960, la Côte d'Ivoire n'a pas passé aux personnes sourdes. Ici, c'est la seule école. Tout Côte d'Ivoire, une seule école. Ça fait que beaucoup de personnes, enfants sourds, n'ont pas eu droit à l'école. En entrant dans cette classe de CP1 dédiée aux enfants sourds et muets, on est frappé par le fait qu'ils sont soumis aux mêmes conditions d'études que les enfants normaux. Aucun matériel pédagogique spécialisé, aucune disposition particulière, sauf que leurs enseignants ont reçu une formation différente. On a reçu une formation, on a été formé à l'INPEC, Institut National de Formation Sociale. C'est là qu'on a été formé en tant qu'éducation spécialisée. On a la même pédagogie, on suit la même pédagogie que les enseignants dans les écoles dites normales. Voilà, mais seulement on tient compte ici de la spécificité de ces enfants, étant donné qu'ils n'entendent pas. Donc on adapte la pédagogie à leur handicap. Et bien évidemment, les difficultés rencontrées n'en finissent pas. Les enfants normaux, souvent c'est difficile. Et avec les enfants handicapés, c'est un peu plus difficile. Parce que quand tu dis, ici, c'est parce qu'on a déjà fait la lecture. Sinon, quand tu dis casser une banane, il faut signer. Vous voyez un peu, il faut signer, en même temps parler. Et souvent c'est difficile. Quand tu commences une leçon, c'est pas facile. Il faut répéter. Alors qu'un enfant qui entend, qui parle, quand tu dis casser une banane, il a fixé, c'est fini. Mais pour l'enfant qui n'entend pas, il faut copier, faire beaucoup de copies que ça puisse rester dans la mémoire. Étant donné qu'ils sont coupés de l'audition, donc avec eux c'est le visuel. Donc ce qu'ils connaissent bien, bon, c'est quand même des vidéoprojecteurs, c'est lui-même peut-être pourquoi pas une télévision, pour pouvoir véhiculer plus facilement le message. Parce que quand ils voient, ils sont beaucoup plus intéressés, ils sont motivés. Quand il y a des images, quand il y a des choses qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours. C'est vrai, quand tu vas écrire ça au tableau, il y a des choses, par exemple, qu'il est difficile de matérialiser. Donc, quand on a un support qui est déjà là, que ce soit visuel ou bien écrit, quand il y a déjà un support qui est déjà là, ça facilite déjà la compréhension des enfants. Au plan de l'emploi, on note un taux de chômage très élevé. Un accès à l'emploi entravé par l'image néfaste et rétrograde qu'on nourrit à leur égard, par la méconnaissance ou le mépris de leur qualité. Aujourd'hui, les personnes handicapées vivent dans une situation d'extrême pauvreté. Et cette situation est en grande partie due aux difficultés qu'elles éprouvent à accéder au marché de l'emploi. Difficultés parce que le secteur privé n'en veut pas. Le public emploie de moins en moins de personnes handicapées. Et simplement parce que la perception sociale que l'Africain a du handicap a un impact aujourd'hui sur le comportement des agents en administration. Aujourd'hui, on remet en cause les capacités de la personne handicapée à être productive. On se demande est-ce qu'une personne handicapée peut contribuer à l'essor économique de son pays. Au point que même les parents des personnes handicapées commencent à douter des chances de réussite de leurs enfants. Alors que nous avons dans notre milieu des personnes handicapées qui sont magistrates, nous avons des personnes handicapées qui sont